Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir sur le plateau de Parlons RH pour la deuxième édition de Parlons RH, l'émission, votre nouveau rendez-vous pour comprendre, décrypter et analyser les grands enjeux de la fonction RH. Je suis Manuelle Berman, rédactrice en chef de Parlons RH. Nous sommes ensemble pendant un peu plus d'une heure pour évoquer un sujet à la fois fascinant, enthousiasmant, mais aussi déroutant et inquiétant parfois. Je veux bien sûr parler de l'IA, l'intelligence artificielle, et de particulièrement la façon dont elle transforme notre façon de travailler au quotidien. Au cours de cette émission, réalisée avec notre partenaire Workday, nous répondrons à une question centrale et on ne peut plus d'actualité. Comment l'IA transforme-t-elle les métiers? Pour cela, 3 séquences. La première, nous ouvrirons cette émission avec un micro-trottoir qui a été réalisé par l'équipe social media de Parlons RH. Ensuite, j'aurai le plaisir de recevoir nos 2 invités pour notre interview d'expertes. June Mosset, qui est Senior Principal Solution Consultant chez Workday, et Mathilde Lecause, qui est directrice des ressources humaines et membre du comité exécutif de Forvis Mazars en France. Vous qui nous suivez sur LinkedIn, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant et tout au long de l'émission à June et à Mathilde. Elles y répondront en fin d'interview. Enfin, nous clôturerons cette émission avec notre chronique culture, au cours de laquelle notre chroniqueur, Thomas Lared, vous présentera plusieurs ressources pour vous permettre de devenir incollable sur l'IA et la transformation des métiers. Démarrons tout de suite avec notre micro-trottoir. Alors, c'est pas un scoop, l'intelligence artificielle s'invite dans nos vies et évidemment dans nos entreprises également. Comment les salariés perçoivent-ils cette révolution technologique? Est-ce que c'est une source d'inquiétude? Est-ce au contraire une opportunité à leurs yeux? Ou est-ce un peu des deux? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre des salariés français de tous horizons et de tous secteurs. Notre objectif, recueillir leurs avis, leurs retours d'expérience et leurs impressions face à l'arrivée de l'IA dans leur quotidien professionnel. Leur réaction en images et en 2 minutes au micro de Thomas Lared. L'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction, elle est bien là, dans notre quotidien au travail. Comment est-elle perçue par celles et ceux qui l'utilisent ponctuellement ou quotidiennement? Je pars à leur rencontre pour en savoir un petit peu plus. Est-ce que, pour vous, l'intelligence artificielle est une opportunité ou une menace sur le marché du travail? Pour moi, c'est plutôt une opportunité pour énormément de travaux. Ça va aider notamment en fait, à optimiser énormément de tâches de certains métiers, de certaines missions en fait. Moi, je considère que c'est plutôt une opportunité. Ça nous permet de travailler différemment, plus rapidement, de répondre parfois à des questions qui sont techniques de façon plus efficace. Je pense que c'est une opportunité parce qu'on peut faire des choses autrement, mais mieux avec de l'intelligence artificielle. Les deux, parce que là, pour le coup, on l'utilise par facilité, parce qu'il y a un besoin. Mais à terme, je pense qu'effectivement, on va perdre des gens. Et est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle dans votre activité? Et si oui, pour quel type de tâches? Oui, parce que notamment, je travaille dans la prévision de vente et donc on utilise de l'intelligence artificielle pour améliorer nos prévisions de vente. Que ce soit au niveau d'un logiciel, d'un CRM ou autre, on va être amené à utiliser notamment en fait, des IA. Et puis après également en fait, sur tout ce qui va être la partie générative, on va également utiliser pas mal d'IA. Au quotidien, quand j'ai des questions et que j'ai envie d'avoir les réponses, aussi bien dans la vie pro que perso d'ailleurs, et après, sur des tâches plus techniques ou confidentielles, non, je le fais pas. Voilà. Et est-ce que votre employeur vous accompagne dans l'appropriation de l'intelligence artificielle ou est-ce que vous découvrez ça un peu par vous-même? Non, plutôt par moi-même. Ouais. Je tapote, je pianote et dès que je trouve, si c'est intéressant, j'utilise. Je pense qu'il y a encore très peu d'employeurs qui sont très à l'aise avec l'IA et on est souvent en fait, amené en fait, à découvrir par soi-même, je pense. Et on est quand même moins accompagné que sur d'autres métriques. Ouais. On commence à avoir quelques formations sur l'intelligence artificielle à proprement parler et sur l'outil qu'on a déployé, on a été beaucoup accompagnés. Oui. Moi, j'ai fait une formation pour l'utilisation de l'IA. Voilà. Et après, donc oui, plutôt accompagné. L'intelligence artificielle interroge, suscite des inquiétudes et fascine dans le même temps. Une seule certitude, c'est qu'elle modifie déjà des pratiques et des métiers et que ça va pas s'arrêter. La question maintenant, c'est de savoir comment accompagner cette transformation pour à la fois accompagner les collaborateurs, mais aussi les entreprises. Vous venez de le voir au travers de ces témoignages, l'arrivée de l'IA dans le monde du travail suscite à la fois envie, besoin, curiosité, mais aussi vigilance. Une ambivalence confirmée par plusieurs chiffres. D'abord au niveau mondial avec 2 datas issues de 2 études Workday publiées respectivement en janvier et en août 2025. Le premier d'entre eux, 81%
Des professionnels savent que leurs compétences doivent évoluer pour réussir dans leur métier, ce qui montre que le monde du travail a d'ores et déjà changé. Le deuxième, qui démontre cette fois que les entreprises n'attendent pas, mais qu'elles agissent dès maintenant, puisque 82% d'entre elles déploient déjà des agents IA pour transformer le quotidien des salariés, notamment en allégeant les tâches répétitives. En France, 2 chiffres également publiés par Centre Info cette fois, qui montrent que l'IA est définitivement entrée dans les usages. Le premier, 53% des actifs déclarent utiliser l'IA dans le cadre professionnel, ce qui représente au total 68% des actifs qui utilisent l'IA, que ce soit dans le cadre personnel ou dans le cadre professionnel. L'IA transforme donc déjà les pratiques, c'est un fait dont il devient compliqué de faire abstraction. L'IA automatise certaines tâches, elle facilite la prise de décision, elle réinvente nos métiers et elle transforme réellement et concrètement le quotidien des salariés. Place maintenant à la deuxième séquence de Parlons RH, l'émission, l'interview d'experts, pour laquelle j'ai le plaisir de recevoir nos 2 invités, June Mosset et Mathilde Lecause. June, bonjour. Bonjour. Vous évoluez depuis 24 ans maintenant dans le monde des ressources humaines. Vous officiez depuis 10 ans chez Workday. En tant qu'experte fonctionnelle, vous accompagnez les entreprises et les prospects dans l'alignement entre leur culture, leurs ambitions stratégiques et les nouvelles possibilités offertes par l'IA. Vous vous considérez à la croisée des chemins entre l'humain et la technologie. Votre credo, transformer les défis RH en solutions concrètes, utiles et inspirantes. Et bien sûr, contribuer à votre échelle à l'évolution des pratiques RH qui façonnent notre société. Est-ce que j'ai tout bon? Tout à fait. Parfait. Mathilde, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH de Forvis Mazars. Vous êtes également membre du comité exécutif de Forvis Mazars en France. Vous êtes diplômé de Neoma Rouen. Vous évoluez chez Forvis Mazars depuis 22 ans maintenant. Vous êtes passé de l'audit à l'innovation RH. Vous êtes également très engagé dans l'écosystème RH puisque vous présidez le Lab RH. Vous pilotez également des projets de transformation managériale et digitale qui sont centrés sur les compétences et le dialogue social. Et vous êtes également très investi sur les sujets de prospective RH. Est-ce que j'ai tout bon aussi? Oui, aussi, merci. Eh ben, super. Merci à vous 2 d'être parmi nous ce matin. Au cours de cette interview, je propose de répondre à 3 questions clés. La première, quelles sont les compétences qui évoluent et les métiers qui se transforment? La deuxième, automatiser, augmenter, hybrider, jusqu'où va la transformation? Et la troisième et dernière, quels sont les chantiers RH à mener pour former les collaborateurs, les accompagner et anticiper les transformations à venir? Je vous le rappelle, vous qui êtes devant votre écran, n'hésitez pas à poser vos questions à June et à Mathilde tout au long de cette interview. Elles y répondront en fin de séquence. Je vous propose maintenant d'aborder la première partie donc, de cette interview qui s'appelle « Des compétences qui évoluent, des métiers qui se transforment ». Alors, on l'a vu juste avant, notamment par le biais du micro-trottoir, l'IA n'est plus une idée lointaine ou un concept théorique. C'est une réalité qui est bien tangible aujourd'hui et qui se matérialise dans nos outils, dans nos métiers et dans certains de nos réflexes quotidiens. Son adoption bat des records inégalés dans l'histoire du digital. Un exemple très concret qui va, je pense, parler à tout le monde. 2 mois seulement après son lancement en 2022, ChatGPT, pour ne citer qu'elle, comptait déjà 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. C'est un record. Aujourd'hui, près de 800 millions de personnes l'utilisent dans le monde. L'IA ne change pas seulement nos vies, nos outils plutôt, elle transforme aussi nos métiers, fait émerger de nouvelles compétences. Elle modifie également la façon dont nous travaillons, dont nous apprenons et dont nous collaborons. Concrètement, dans l'entreprise, comment cela se manifeste-t-il? June, je me tourne vers vous pour répondre à ma première question. Quel type de transformation des métiers observez-vous dans les entreprises aujourd'hui avec l'essor de l'IA? Y avez-vous un exemple concret illustrant cette évolution? Tout à fait. Alors déjà, la première chose, c'est peut-être de dire que les constats, on les effectue par notre expérience, par les prospects à qui on parle, les clients qui nous remontent aussi leurs sujets, inquiétudes et puis les choses bien qu'ils font, bien entendu. Les études de marché des cabinets de conseil avec qui on travaille, etc. Donc à chaque fois que je parlerai de mon avis, il est, je l'espère, corroboré par un avis de marché. Sur les transformations qu'on voit, il y a 3 grandes transformations, je trouve, qui se dessinent. Une transformation digitale, bien entendu, une transformation humaine et une transformation culturelle. Alors digitale, on va passer rapidement, je vous apprends rien, la technologie est une technologie qui va s'insérer de plus en plus. Vous l'avez dit, ChatGPT, très rapidement a été adopté, c'est la même chose pour les entreprises. On va donc avoir du digital de plus en plus. Là-dessus, pas de surprise. C'est aussi une transformation humaine.
qu'on parle des rôles et des compétences, quand on parle de la RH, des managers, des collaborateurs, on voit un changement de paradigme extrêmement fort. Tout ce qui va être, par exemple, le tri de CV, la recommandation de parcours de formation, l'automatisation de tâches administratives et cetera, sont des choses qui sont vouées à disparaître grâce à l'IA et je dis bien grâce à l'IA, mais qui ont pour vocation, bien entendu, de donner du temps et relibérer des fonctions, sur la valeur humaine et donc tout ce qui va être compétences comportementales et émotionnelles. Si on regarde l'exemple de la RH va pouvoir se concentrer sur, coacher, écouter, accompagner les compétences qui sont, elles, transférables dans ce nouveau monde, vers lequel on va et valoriser la singularité de chacun, ce qui fait de nous un individu. Les managers vont pouvoir, si on parle du recrutement ou de la performance, par exemple, évaluer, donc là, encore une fois, sur le côté humain, la capacité à apprendre, à collaborer, à travailler en équipe, la capacité à penser en dehors des cadres préétablis, et donc à créer ce que l'IA ne sait pas faire, puisque l'IA répète ce qu'on lui apprend, mais ne crée pas de nouvelles choses qui sortent du cadre. Tout ça, c'est ce que l'humain va pouvoir faire et le manager sera en mesure de dire: «Aujourd'hui, est-ce qu'un candidat ou est-ce qu'un collaborateur est à la hauteur de ce qu'on attend?» Et puis, il va être lui-même aidé, parce que l'IA va le décharger aussi, en plus, de toutes ces tâches administratives qui, en général, polluent un petit peu le rôle de manager et qui peut donner l'impression qu'on a des managers qui se disent un peu trop portés sur l'administratif et pas assez sur l'humain. Bah, parfait, c'est ce qui va se passer. Pour la RH, pour les collaborateurs, pardon, même chose, on va pouvoir faire émerger des compétences qu'on a peut-être délaissées jusque-là. Donc justement, la créativité, la capacité à innover sur des gens qui pouvaient être discrets et qu'on ne voyait pas. Le fait que maintenant, on va pouvoir automatiser toute une série de choses et qu'on va voir, on va enfin voir les gens, va permettre à des gens aussi de sortir un petit peu de l'anonymat et de pouvoir mettre en avant des compétences qui sont aujourd'hui essentielles. Et puis, il y a un bouleversement profond des liens entre les trois. Parce qu'avec l'avènement des agents en self-service, donc où l'agent va faire pour le collaborateur, pour le manager, toute une série de tâches, exécuter des demandes, lancer des tâches, aller assez loin dans l'automatisation, ça veut dire aussi que les liens entre eux vont être différents. Les échanges vont être différents et les sujets de discussion le seront également. J'ajouterais qu'il y a 3 choses qu'on pense être importantes à prendre en considération dans ces transformations-là. La première, c'est que ce qu'on voit arriver de plus en plus, on le lit dans pas mal d'études, c'est que l'IA va détrôner le rôle de l'ancienneté. C'est-à-dire que le nombre d'années d'expérience qui comptait, je vous apprends rien, Mathilde, sur les CV quand on fait du recrutement, va être quelque chose va devenir un peu plus anecdotique. C'est-à-dire que la connaissance acquise par 20 ans d'expérience, on peut l'avoir par un chat GPT. En revanche, l'humain, la connaissance humaine acquise, là, restera valide. Ce que ça veut dire aussi, c'est on va donner du temps à chaque collaborateur qui va donc être potentiellement plus productif individuellement au niveau de l'entreprise et on l'espère plus épanoui. La deuxième question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Parce que si ce temps, on ne l'utilise pas pour le collectif, on va avoir des gens qui sont plus performants individuellement, mais pas une collectivité qui, elle, avance. Donc pour que la collectivité ait du sens et que ce temps qu'on gagne, on l'utilise à bon escient, il faut aussi définir comment, dans ces rôles qu'on redéfinit, on utilise ce temps qu'on va gagner. Pourquoi faire? Et comment est-ce qu'il contribue au groupe? Et puis, dernière chose, là-dedans, bien entendu, ne pas oublier que ce qu'on va demander et ce qu'on va rajouter, il faudra que ce soit focusé sur l'humain. Tout ce qu'on pourra automatiser ira sur l'IA et donc de bien se refocaliser sur les compétences humaines. Et là, je vais en citer quelques-unes pour rappeler à chacun ce qui fait notre identité. Euh, Par exemple, donc la création, l'innovation, remettre en question, sortir des cases, être capable de se contredire pour grandir, ce qu'une machine ne saura pas faire, avoir du courage. La machine ne saura pas le faire, c'est d'un algorithme, vous lui dites elle fait pas. Mais il n'y aura pas toutes ces notions qui font de nous ce qu'on est. Et c'est ce qu'on attendra de chacun de nous, j'espère, dans ce monde dans lequel l'IA va nous décharger de choses sur lesquelles on a moins de valeur ajoutée en tant qu'humain. OK, merci June. Donc l'IA, si je comprends bien, ne se limite pas à automatiser certaines tâches. Elle transforme l'organisation des métiers, certes, elle met en exergue certaines facultés comportementales et émotionnelles, vous venez de le dire, June, à l'instant, et elle oblige les entreprises à repenser finalement leur mode de fonctionnement, en passant notamment d'une logique de métier à une logique de compétences. De votre côté, Mathilde, chez Forvis Mazars, quel métier avez-vous vu évoluer de façon significative depuis l'arrivée de l'IA? Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de transformation très concrète que vous avez observée? Hmm.
Merci beaucoup. Bah, je rejoins beaucoup de choses qui ont été, partagées. Alors, chez Forbis Mazars, donc on est un cabinet d'audit, de conseil et de fiscalité. C'est ce qu'on appelle de la prestation intellectuelle. Donc on embauche, majoritairement, dans la plupart de tous nos métiers d'ailleurs, des gens, qualifiés, en tout cas prédiplômés, pour justement pouvoir servir nos clients, et donc la prestation intellectuelle, c'est, prendre conscience d'un environnement, faire de l'analyse, créer du contenu, extrêmement qualitatif et non quantitatif. C'est vraiment une notion extrêmement importante. Et effectivement, l'intelligence artificielle, bah, vient totalement disrupter notre industrie. Alors elle était déjà là avant, encapsulés dans des outils, puisqu'on avait des outils avec des intelligences artificielles pour analyser, préanalyser des données, rapprocher, automatiser un certain nombre d'analyses. Mais là, on voit bien que l'intelligence artificielle et l'IA générative, elle vient encore beaucoup plus loin, pousser le curseur, parce que là, elle va venir, en fait, quelque part, si je puis dire, entre guillemets, mais on va le voir, challenger, en fait, chaque production individuelle, puisqu'on va équiper, on viendra là-dessus, chaque collaborateur, d'intelligence artificielle, générative pour justement gagner en efficience, en productivité et surtout en valeur ajoutée dans son quotidien. Donc nous, c'est une industrie extrêmement, disruptée. En tout cas, l'approche, risque, est est assez forte. On va voir après, la manière dont on le porte. Et si je devais donner des exemples concrets, bah, par exemple, dans tous les métiers juridiques où, l'analyse de contenu, les benchmarks, des veilles juridiques, bah, l'IA générative va permettre de pré-créer, enfin, en tout cas de générer déjà des contenus extrêmement complets et qualitatifs. Dans les métiers de l'expertise comptable, alors on avait déjà automatisé, hein, l'écriture comptable et on travaille avec des partenaires, technologiques comme PennyLane, Muka aussi pour accompagner nos clients sur, le RH. Mais aujourd'hui, effectivement, bah, encore une fois, pour créer des analyses, pour analyser donc cette couche humaine qui était apportée sur l'analyse de données, et bien là aussi, on va pouvoir, du coup, tout de suite produire, différemment. J'ai un cas concret aussi, dans notre industrie, faire des appels d'offres, générer des appels d'offres sur mesure pour nos clients avec des analyses de contexte puisqu'on a des métiers réglementés, on a beaucoup d'appels d'offres. Bah, là, c'est beaucoup de temps passé pour générer des CV, créer des équipes, compétentes. Là aussi, en fait, on a développé via une IA générative maison, eh bien, un outil qui s'appelle, Bomb, pour le clin d'œil, à notre fondateur Robert Mazars, et bien, qui nous permet en fait en 2 minutes, en fait, de générer déjà des niveaux enfin, des appels d'offres avec un niveau qualitatif extrêmement poussé. Et puis, si je termine dans les ressources humaines, bien évidemment, 1 500 à 2 000 recrutements par an, 200 000 candidatures annuelles. Un des cas d'usage, c'est dans le recrutement, notamment. Alors encore une fois, on était déjà très outillés, on utilisait beaucoup d'IA, mais aujourd'hui, pour les chasseurs internes, les sourceurs, les recruteurs, mais aussi les juristes en droit social, eh bien, on va pouvoir, gagner en efficience individuelle parce qu'on va générer beaucoup plus vite des accords d'entreprise, des trames, en fait, de documents administratifs ou alors, préparer, voilà, des prompts pour mieux sourcer, mieux, contacter les candidats, et créer, une relation particulière. Donc voilà, autant de cas d'usage, je dirais, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un métier chez nous qui n'est pas, directement impacté par l'arrivée, plus précisément de l'IA générative, dont on a parlé aussi. OK, merci Mathilde pour ce panorama très complet. Donc si je résume chez Forbis Mazars, l'IA générative transforme les métiers par le gain d'efficience qu'elle procure aux équipes. Elle révolutionne la création de contenu, elle fait gagner du temps et elle redéploie pardon, l'effort des collaborateurs vers des activités qui sont, plus qualitatives et plus humaines finalement. June, plus largement dans les entreprises que vous accompagnez, quelles compétences voyez-vous émerger systématiquement, avec l'IA? Et à l'inverse, quels sont les métiers qui vous semblent les plus exposés à un repositionnement dans les, 3 à 5 ans? Ouais, c'est une bonne question. Déjà, au-delà des compétences qui émergent, je dirais qu'il y a une redistribution des compétences. C'est-à-dire que tout ce qui était, apprentissage par cœur, qui, tu parlais du juridique, techniquement, on peut le mettre dans ce lot-là. Toutes ces choses où c'était pendant des années, scolaires, on vous a dit: «Il faut apprendre par cœur des manuels», bah, tout ça, c'est plus valorisé, c'est plus un différenciant. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais on ne pourra plus en faire un différenciateur quand vous vous présentez parce que ChatGPT peut le faire, parce que n'importe quelle IA générative peut le faire. Donc ça baisse un peu. Donc tout ce qui va être mémorisation, analyse sémantique, toutes ces compétences-là perdent un petit peu de leur superbe. Là où, en revanche, l'intelligence émotionnelle, la créativité, le regard critique, la prise de décision, le jugement, qu'on soit dans un ressenti ou basé sur une expérience, est toujours du domaine de l'humain. Et on ne sait pas encore aujourd'hui faire qu'une machine sache juger comme un humain le fait. Parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de le décrypter. Peut-être que si les études essayent, mais on n'y est pas encore.
Donc ce qui veut dire que tout ce qui est émotion et connexion humaine, puisque l'humain a la particularité, contrairement à la machine, d'apprendre par les autres humains et donc il y a une sorte d'euphorie de groupe qui nous fait tous apprendre les uns les autres. Ça nous est propre et c'est assez logique, les métiers qui sont exposés, ça va dans le même sens, hein, tous ceux qui sont, transférables sur de l'IA, la question va se poser. Ça va dépendre de chaque entreprise, ça va dépendre de où est-ce qu'on met le curseur, mais globalement, tout ce qui est tâches ou process qui sont répétitifs et en masse, si ça rentre dans cette catégorie, la question va se poser. Et donc à partir de là, on va voir émerger de nouveaux rôles, de nouveaux métiers. Est-ce que ça va être un métier 100% humain, hybride, 100% machine? Et comment est-ce qu'on fait travailler tout ça ensemble? Parce que c'est un écosystème de collaborateurs, qu'on le veuille ou non, l'IA va devenir un collaborateur, même il y aura peut-être un nom spécial, mais en tout cas, ce sera tout aussi bien, on a eu les salariés, les indépendants et maintenant les agents. Et puis, il faut faire travailler ces 3 catégories de population ensemble parce que ce qui nous intéresse, c'est la compétence et non plus le statut ou le contrat ou même le fait d'être humain ou pas. Donc, que chacun se remette à sa place, dans le sens compétence qu'on apporte et valeur ajoutée. Donc là-dessus, pour moi, la RH a un rôle assez central avec, je vais dire 4 grands points. Le premier, c'est d'anticiper les compétences qui sont en déclin et celles qui sont en croissance. Alors, je précise qu'on a très souvent la question de est-ce que c'est quelque chose qu'on peut nous livrer packagé? C'est une bonne question et peut-être que ça arrivera dans des grandes tendances. On a déjà des choses sur le marché, bien entendu, et nous, on a des partenaires avec lesquels on travaille pour ça, qui donnent des grandes tendances par industrie. Après, chaque entreprise doit faire son exercice parce que c'est dépendant aussi de la culture, du positionnement, de la proposition de valeur. On en parlait, Mathilde, tout à l'heure. Ça va jouer énormément sur les compétences que vous allez décider de mettre en déclin ou pas en déclin et donc la direction que vous prendrez. 2, requalifier les personnes concernées. Celles que ça touche, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Et donc créer des parcours qui sont adaptés, on y reviendra, mais c'est important. 3, de donner du sens. Comment est-ce qu'on fait pour que, pour chaque collaborateur humain, la sensation soit bien: «J'ai été libéré et pas remplacé», parce que c'est l'inquiétude du moment et c'est le terme qu'on entend, donc il faut bien s'assurer que c'est ça le programme, comme dirait un politicien, c'est ça le projet. Et puis valoriser les compétences humaines, on en a parlé, mais c'est là où on en revient de dire quand je viens, toi, redessiner ton poste, à quoi je pense, et donc potentiellement de le dessiner avec certaines personnes dans un premier temps, puisqu'on est encore tous en phase d'apprentissage, je dirais. Très bien, merci June. Selon vous, donc l'IA segmente quelque part, on peut le dire comme ça, les compétences. Elle automatise une partie du QI, qu'on pourrait qualifier d'opérationnel, tout ce qui relève de la mémoire, de l'analyse et cetera, mais redonne de la valeur à la créativité, à l'intelligence émotionnelle et à notre capacité d'innovation. Dans ce contexte, les RH deviennent un peu les architectes de cette, transition et les managers ont également un rôle fondamental à jouer. Je me tourne vers vous, Mathilde. Dans les métiers en mutation que vous avez évoqués tout à l'heure, quel rôle justement, jouent les managers de proximité? Est-ce qu'ils impulsent? Est-ce qu'ils rassurent? Est-ce qu'ils filtrent? Est-ce qu'ils encadrent? A priori, oui. Dites tout, dites tout. Mais je dirais un petit peu tout ça, mais en effet, je pense que le manager joue un rôle, crucial. Alors déjà parce que, chaque individu dans l'organisation va avoir un rapport, personnel à l'arrivée, de l'IA générative. Certains vont être extrêmement enthousiastes, d'autres vont être extrêmement, inquiets, et donc il faut déjà avoir conscience qu'il n'y a pas une bonne réponse pour tout le monde et qu'il faut aussi, voilà, adapter en fait aussi son approche, peut-être son accompagnement en fonction de la personne et de la manière dont elle pense, en tout cas elle, ressent, l'arrivée de cette, IA générative. Je dirais qu'un enjeu important aussi, c'est questionner la finalité pour pouvoir donner beaucoup plus de sens aussi à ce qu'on en attend. Parce que c'est pas du tout la même chose de dire: «Je vais déployer l'IA générative pour, gagner en efficience et redonner ce temps aux salariés». Peut-être un jour, la semaine de 4 jours sera possible partout parce que justement, on compensera ce manque de productivité, qui était un des sujets, par l'IA générative. Ou alors est-ce que c'est pour, à terme, avoir des gains financiers et avoir moins, de personnel et d'effectifs dans son organisation? En fonction de la réponse et de la stratégie, bien évidemment, le manager ne va pas pouvoir apporter les mêmes réponses. Et étant moi-même manager, oui, c'est sûr que pouvoir offrir cette IA générative comme un véritable outil pour améliorer les conditions de travail de ces équipes, là, c'est un levier extrêmement positif pour créer les conditions du changement, tout simplement. Ensuite, je pense qu'il y a un enjeu, c'est quand même mettre des garde-fous parce qu'on oublie, et alors nous, on a été confrontés, je sais qu'on reviendra aussi là-dessus, mais en fait, parfois, les gens ne voient pas les risques, notamment en termes de protection de données et de sécurité informatique.
Et contrairement à une recherche Google, bah là, en fait, quand on travaille avec une IA générative, la donnée qu'on va partager, elle va sortir de l'organisation si on n'a pas mis de garde-fous. Et donc, former sur les enjeux des RGPD, de confidentialité des données, de questions éthiques à poser aussi, de la manière dont on utilise l'IA générative, c'est à mon sens, pas que, mais le rôle aussi du manager, une fois qu'il a été lui-même aussi accompagné sur ces enjeux-là. Et puis, le dernier important, et June, vous le disiez, c'est en termes de développement de l'employabilité. Je suis convaincue qu'on va pouvoir faire beaucoup d'autres choses, que ça va amener aussi à développer beaucoup plus de compétences. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on parallèlement de travailler sur notre skills-based organization et quelles sont les compétences au jour de l'IA générative, parce que ça change radicalement ce qu'on va attendre. Et je pense que notamment, développer l'esprit critique, la capacité à développer aussi une éthique, une déontologie intellectuelle, et bien, c'est extrêmement important. Et puis aussi la transmission, parce que la question se pose aussi quand on, par exemple, on embauche, on manage des jeunes collaborateurs. Si on prend tout de suite l'habitude d'utiliser l'IA générative, est-ce que fondamentalement, on va comprendre aussi tous les enjeux de son poste et de son métier? Et donc, plus que jamais, le manager a un vrai rôle de développeur, de transmission, et puis de bien faire en sorte que les équipes se posent les bonnes questions pour en avoir un usage extrêmement responsable dans leur quotidien. C'est la meilleure des manières justement qu'ils ne soient pas remplacés, par l'IA générative. OK, merci à toutes les 2. Ce qu'il faut retenir en quelques mots de cette, première partie: 1, la transformation ne se limite pas aux outils, elle est digitale, humaine, culturelle. On l'a vu avec vous notamment, hein, June, mais aussi avec vous, Mathilde. 2, l'IA n'est pas là pour remplacer, mais pour augmenter. C'est mieux. Chez Forbis Mazars, elle libère du temps sur les tâches répétitives pour que les équipes puissent se concentrer sur ce qui crée, réellement de la valeur. On l'a vu, la créativité, l'intelligence émotionnelle, la capacité d'innovation, entre autres. 3, les RH, mais aussi les managers de proximité ont un rôle, central à jouer pour rassurer les équipes, encadrer l'expérimentation, développer le sens critique, explorer aussi la finalité, du temps libéré, mettre des garde-fous, et faire en sorte que cette transformation devienne plutôt une opportunité, au lieu d'une source, d'angoisse. Alors, après avoir vu comment, les métiers et les compétences évoluent, la question qui se pose maintenant est la suivante: jusqu'où cette transformation peut-elle aller? C'est le thème de la deuxième partie de cette interview. Je vous le redis, vous qui êtes, devant votre écran sur LinkedIn, n'hésitez pas, ou en tout cas continuez à poser vos questions à June et à Mathilde, elles y répondront à la fin de cette interview. Explorons donc maintenant jusqu'où ces transformations, liées à l'arrivée de l'IA, dans l'entreprise peuvent aller, et surtout comment définir, ce qui peut être automatisé, ce qui doit rester humain, et ce qui peut être les 2 à la fois, on va dire hybridé ou hybride. June, ma première question s'adresse à vous. Comment les entreprises peuvent-elles poser un cadre entre ce qui doit être automatisé, ce qui doit rester 100 humain, et ce qui peut être, hybride? Merci Manuel. C'est une question assez, compliquée, pour avoir une réponse simple. Mathilde le disait tout à l'heure, en tout cas moi à ce stade, je suis pas capable d'avoir une seule réponse à ça, mais on peut, avoir quelques hypothèses. Déjà la première chose, c'est que j'ai l'impression qu'on est tous, et pas que moi, en mode, ce qu'on appelle test and learn dans les projets. Donc on essaye, on voit ce qui se passe, on ajuste et puis on verra. Donc là où on en est, je dirais qu'il y a 2 grandes dimensions. La première, c'est de mesurer l'ampleur de ce changement. Avant même de poser, un cadre, c'est déjà de comprendre de quoi on parle. Les métiers mutent. Les RH sont, je pense que c'est le sujet, il n'est pas là pour rien aujourd'hui. Les RH sont de manière générale un peu perdus parce que c'est un bouleversement, drastique dans les métiers. Après, l'IA en tant que telle, c'est pas nouveau. Mathilde le disait tout à l'heure, nous chez Workday, ça fait 15 ans qu'on a de l'IA dans la solution. C'est pas ça qui est nouveau. Mais le rôle de l'IA était relégué à des micro-tâches qu'on ne voyait qu'à peine. Le problème, c'est que, enfin le problème, ou en tout cas le sujet est que maintenant, on va avoir une IA qui va gérer des pans entiers d'activités, voire aller jusqu'à potentiellement remplacer, là je le dis, certains jobs juniors. On prend l'exemple du recrutement, par exemple. Donc à l'époque, c'était une petite main, ça triait des CV, ça repérait des mots-clés, et puis ça proposait des candidats. Mais c'était l'humain qui restait aux manettes. Si on regarde aujourd'hui les outils, et nous, par exemple, c'est quelque chose qu'on propose avec notre solution, on peut utiliser l'IA pour rédiger les offres, analyser les CV, préqualifier des candidats, programmer les entretiens et même envoyer les premiers messages personnalisés avant même qu'un humain ait levé le petit doigt. Et donc tout ça, ce qu'on aurait pu donner à un recruteur junior, va pouvoir être géré de bout en bout, du sourcing jusqu'à l'entretien lui-même qui aura lieu,
par la machine. Donc ça veut dire que c'est un bouleversement qui est effectivement bien plus important que simplement technologique. On vient et d'où le fait que l'impact puisse, inquiéter certains ou enthousiasmer d'autres et donc quel juste milieu on trouve. Ça veut dire aussi que, les RH vont avoir, on le voyait tout à l'heure, une masse de compétences à gérer diversifiée. Puisqu'il va falloir gérer les collaborateurs humains, les collaborateurs externes et puis les agents. Et regarder ça comme une capacité à délivrer, une compétence de l'entreprise, plus que comme un job et quel statut contrat j'ai derrière. Donc ça aussi, c'est un challenge. Une fois qu'on s'est dit ça, pour poser le cadre, je dirais qu'on va pouvoir, au moins par 3 grandes étapes, par entreprise déterminer ce qui peut être automatisé, ce qui doit être toujours fait par l'homme et ce qui peut être hybride. Et là, c'est lié à votre activité. Je pense que c'est difficile de faire une généralité. Chaque entreprise doit se poser la question. Et puis, le deuxième point hyper important, Mathilde en parlait tout à l'heure, quelles sont les limites? Quelles limites on donne à la machine? Jusqu'où la machine décide? Qu'elle exécute, c'est une chose. Est-ce qu'elle décide? Est-ce qu'elle juge? Où est-ce qu'on remet l'humain? À quel moment on dit là, c'est une intervention humaine? Et puis la troisième partie, Mathilde le citait aussi, et je suis complètement alignée, c'est l'intention. Qu'est-ce que je veux en faire? C'est-à-dire que c'est sûr que si on se dit l'usage de l'IA, on peut en faire tout et n'importe quoi. Ça va être une technologie formidable qui va permettre de faire plein de choses. Mais pourquoi faire? C'est quoi l'usage derrière? Quels sont les cas d'usage qu'on va utiliser pour l'implanter, pour que ça ait du sens? On en revient là, si c'est juste pour le faire, ça n'a pas d'intérêt à part la performance et les résultats de l'entreprise. C'est pas que ce soit anecdotique, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de gens engagés. Donc si vous voulez avoir les gens à bord, il va falloir leur donner du sens là-dedans. Donc pour moi, il n'y a pas de cadre unique. Il va falloir commencer à avancer et faire les premières étapes pour que chacun puisse donner un retour d'expérience et qu'on ajuste. Mais si déjà on commence comme ça, je pense qu'on part dans la bonne direction. Très bien, merci June. De votre côté, Mathilde, concrètement, sur quelles tâches avez-vous, introduit, de l'automatisation ou de l'IA augmentée et avec quels résultats? Et y a-t-il déjà, chez Forbis Mazars, des métiers où l'IA et l'humain travaillent main dans la main? Alors je vais plein de métiers, je vais quand même donner le cas de l'équipe RH puisqu'on est, depuis de nombreuses années assez, avancés sur, ces sujets-là et d'ailleurs l'IA générative n'a été qu'une énième étape en fait, avec, déjà depuis 10 ans un travail fait avec beaucoup de solutions. On automatisait pour essayer de faire en sorte que chaque professionnel RH puisse se concentrer sur des choses intéressantes, à valeur ajoutée et puis on est passé à l'échelle, on a doublé de taille, en 5 ans, avec seulement 23% d'effectifs supplémentaires et là, on voit bien aussi quand même les enjeux. Cette technologie, on y reviendra là-dessus. C'est vrai que, comme vous le disiez, on peut mettre de l'IA partout. Pour moi, il y a un sujet qui est quand même l'éthique, la valeur sociale. On a la chance d'être en Europe avec la CSRD, alors même si ça a pris un petit peu de recul, je pense que l'IA, dans ce cadre-là, va nous permettre aussi de faire attention parce que fondamentalement, on peut le mettre partout et souvent pour un ROI financier extrêmement intéressant, parce qu'au lieu d'acheter des solutions pour un usage donné, outillé copilote ou dans des IA génératives très puissantes, c'est pas le même prix et là, on peut démultiplier en fait quelque part les usages, donc le ROI est meilleur. Mais pour autant, encore une fois, c'est la finalité. Moi, je voudrais citer 2 exemples. Moi, je suis contre l'IA dès lors que ça détruit de la valeur sociale par exemple, on travaille avec, une solution qui s'appelle Yago. On a plus de 200 000, donc on est passé de 35 000 à 200 000 candidatures annuelles et un de nos enjeux dans l'expérience candidat, on le sait, c'est de répondre à l'intégralité des candidats avec une réponse sur mesure. Et donc depuis plusieurs années, on travaille avec Yago qui nous aide justement, à qui on sous-traite une partie, mais de façon extrêmement personnalisée. Enfin, on travaille ensemble, c'est un véritable partenariat. Et Yago est une entreprise à mission et fait de la réinsertion professionnelle. Et donc, ça, c'est un bon questionnement parce que effectivement, si je n'ai qu'uniquement un ROI financier très court terme, une IA va peut-être me générer plus ou moins la même valeur, je dis plus ou moins parce que Mathieu Penet m'écouterait, il me dirait: «Mais Mathilde, tu ne peux pas comparer l'humain à l'IA», mais en tous les cas, sur un tel volume, avec le business model aussi, je pourrais y gagner, mais dans ce cas-là, mon action détruit réellement de la valeur, sociale. Et ça, en fait, je pense que c'est extrêmement important aussi dans la création de valeur, c'est la valeur sociale et environnementale, qu'on crée. Donc j'ai pas envie d'y aller.
Par contre, ça me questionne de discuter avec Mathieu Penet et son équipe, de dire: «Mais votre business model doit aussi se transformer face à l'arrivée et à l'émergence de ça, parce que en fait, que vont faire vos clients? Vous devez aussi nous aider à pouvoir défendre des modèles un peu différents, mais qui vont permettre, cette valeur sociale. Si mon rapport de coût est de 1 à 5, j'ai aussi, des financiers dans la maison. Il y a un moment, il y a des positions qui sont quand même difficilement, tenables. Si faire du social ou de l'environnemental coûte 3 ou 4 fois plus cher que, la techno, on va avoir un sujet, collectif. Et à l'inverse, un autre exemple où on m'aurait dit: «Faut pas y aller», c'est mettre effectivement de l'IA, dans le process de recrutement, hein. Quand on regarde l'IA Act, là, c'est rouge, 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 et notamment dans l'évaluation des compétences. Parce que je pense aussi qu'à défaut, l'IA peut nous aider à mettre en place un pacte social beaucoup plus méritocratique, et équitable. En fait, on oppose l'IA aux êtres humains, mais les êtres humains ont aussi des biais, ont aussi des schémas de pensée pas toujours responsables, et ça se saurait si, voilà, il n'y avait pas de problème. Donc parfois l'IA peut nous aider à corriger, et notamment, moi je souhaiterais passer d'un modèle où on recrutait uniquement sur des expériences et des diplômes passés, alors que moi, je veux pouvoir, à grande échelle, sur 200 000 candidats, assesser en intensité l'ensemble des compétences des candidats pour juste pouvoir avancer avec les plus compétents. Et donc, j'estime que c'est beaucoup plus méritocratique. Mais dans ce cas-là, voilà, j'ai un peu de rouge, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Là, on est allé voir la CNIL, qui nous a aidés, parce qu'on ne sait pas, mais ils sont là aussi pour nous aider. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie construction de collaboration. C'est notre stratégie humaine. On a des garde-fous, des spécialistes, de l'IT, de la RGPD, de la cybersécurité. On a des experts technologiques. On a aussi des chercheurs en sens cognitif, en modèle d'évaluation de compétences, etc. Et c'est tous ensemble. Là, oui, il faut prendre le temps de réfléchir à un modèle vertueux, où on va pouvoir justement allier le meilleur des deux, la technologie, et puis l'être humain. Très bien, merci Mathilde pour ce retour d'expérience très concret. Donc chez Forvis Mazars, l'IA n'est jamais utilisée aveuglément, on est d'accord là-dessus, mais elle est toujours utilisée pour créer de la valeur, réelle. Parfois, vous choisissez de ne pas automatiser pour préserver le lien humain et la valeur sociale, et parfois, au contraire, vous décidez de l'utiliser pour augmenter, l'humain, corriger les biais et garantir des décisions qui soient plus justes, notamment sur la certification des compétences. June, de manière générale, comment faire en sorte que l'IA reste effectivement un levier de performance sans jamais déshumaniser le travail? C'est une question presque. Mais c'est exactement. Donc là, c'est très clairement ça. C'est un débat, là, pour le coup, psychomoral. Et j'en reviens à, je pense que chacun va devoir expérimenter. Qui décide? Où est-ce qu'on met cette fameuse ligne rouge? Et puis sur quels critères? Une fois qu'on aura déjà déterminé ça, ça va un peu nous aider. Mais globalement, ma conviction profonde, c'est qu'il faudra toujours que l'éthique l'emporte. Au Workday, on fait partie enfin, on contribue à la loi européenne sur l'IA, et fortement, et bien entendu, on l'applique aussi dans nos outils. Et donc, on a délimité notre position sur jusqu'où la machine peut aller, et puis, en revanche, à quel moment on redonne la main à l'humain pour reprendre les rênes. En général, alors c'est jamais binaire, noir ou blanc, mais en général, on constate que c'est quand il y a un impact humain. C'est-à-dire que si, typiquement, prioriser des CV, pas de souci, parce que pour le coup, je ne fais que mettre un ordre. J'ai pas fait de réponse négative, sauf sur des critères très clairs de, je n'ai pas, les bons documents pour travailler dans le pays, je n'ai pas, l'âge légal pour le faire, donc des choses très, pour le coup, noir et blanc. Tout le reste, on va les prioriser. Mais en revanche, on va laisser à l'humain le choix de dire oui ou non. Et donc on essaye au maximum de s'assurer que cette limite-là, jusqu'à maintenant, on la garde en se disant: si impact humain fort il y a, alors un humain doit être là pour appuyer sur le bouton. Ça, c'est notre position. Ça reste un outil d'aide à la décision pour l'humain. Très bien, merci June. Mathilde, on les a évoqués à plusieurs reprises au cours de cette émission, et c'est bien normal. Je parlais des collaborateurs qui sont évidemment directement concernés, mais on ne s'est pas forcément attardé suffisamment, en tout cas pas à mon goût, sur leurs réactions et leurs ressentis. Alors, une question importante: comment accueillent-ils ces collaborateurs, et notamment ceux de chez Forvis Mazars, cette transformation? Est-ce qu'il y a plutôt de l'inquiétude, de l'appétence, un peu des deux? Et est-ce que ces sentiments
on peut les accoler à des types de populations, particuliers dans l'entreprise. Oui. Et alors je dirais généralement plutôt, de l'enthousiasme. Alors, qui s'explique aussi parce que, chez Forbis Mazars, on a une moyenne d'âge de 29 ans sur, 5 500 collaborateurs en France, par exemple. Mais c'est à peu près représentatif de l'ensemble de notre groupe. Alors, je ne fais pas du tout d'opposition, de génération, mais statistiquement, on sait aussi que les jeunes collaborateurs qui nous rejoignent sont, digital natives, donc ils sont déjà très, très, et d'ailleurs, ils étaient outillés bien avant. Dès que ChatGPT est sorti, ils l'utilisaient tous le week-end et en fait, honnêtement, on a même eu des utilisations un peu pirates qui, dans un premier temps, on a dû sécuriser et mettre des garde-fous en disant: «En fait, vous ne pouvez pas utiliser tout type d'IA générative. Nous, on va travailler on est certifié ISO 27001, on travaille dans un environnement IT très sécurisé parce qu'on manipule de la donnée extrêmement confidentielle de nos clients. Donc, on a interdit, par exemple, ChatGPT. Par contre, on a équipé de copilotes et on a développé nos propres IA génératives. Mais vraiment fort élan. Je dirais même aujourd'hui, c'est un argument, enfin, c'est une question dans les process de recrutement. Mais est-ce que j'aurais mon IA générative, mon agent? En fait, c'est vraiment vu comme il y a 10 ans, c'était la qualité du smartphone. Est-ce que j'ai un iPhone? Donc c'est devenu vraiment, pour eux et on a plutôt, voilà, un sujet de pardon, j'aime pas le terme, mais d'éducation, de garde-fou, d'expliquer aussi les risques parce que par contre, parfois, j'observe, les jeunes ont le même usage avec les outils dans leur sphère personnelle que professionnelle. Or, on ne peut pas, faire les mêmes usages avec les mêmes outils. Donc il a fallu aussi, un petit peu, voilà, travailler là-dessus. Hem, je constate aussi que parfois peut-être des populations, nous on manage quand même une population encore une fois diplômée, qualifiée, qui n'a pas réellement aussi peur de son employabilité. Et je pense que c'est ça le sujet aujourd'hui. Les gens qui vont vraiment, avoir peur de l'arrivée de cette IA générative, c'est que d'abord, il y a un sujet peut-être d'employabilité les concernant et qu'en fait, le fait de pouvoir se dire: «Mais si l'IA générative fait tout ou partie de ce que je faisais, en fait, que vais-je faire demain? Je vais être supprimée» parce qu'ils n'ont pas malheureusement parfois les ressorts pour se projeter dans d'autres métiers, dans d'autres tâches ou même la confiance en soi, l'estime de soi pour se dire: «Je vais développer d'autres compétences». Et c'est là où il va falloir apporter beaucoup plus d'accompagnement. Moi, je pense que tout le monde peut apprendre, à tout âge. Ça demande plus d'efforts ou ça coûte plus à certaines personnes que d'autres. C'est en tout cas notre responsabilité à nous d'empêcher la fracture. Et c'est vrai qu'il y a déjà une fracture numérique en France, hein. Les gens qui sont très, très agiles avec les outils et ceux qui ne le sont pas. Et là, on a un vrai, pour moi, un enjeu, sociétal et c'est pas que le gouvernement, les pouvoirs publics, c'est aussi l'ensemble des entreprises. C'est de former massivement l'intégralité de leurs collaborateurs, quel que soit fondamentalement leur métier. Moi, j'ai la question, mais Mathilde, est-ce que on a besoin de former en cybersécurité, RGPD et IA générative, nos hôtesses d'accueil? Parce qu'en fait, fondamentalement, ils l'utilisent pas. Et c'est là où moi je trouve que ça vient questionner aussi la responsabilité, de l'employeur parce que, si on ne forme pas massivement, en fait, c'est nous qui générons un déficit d'employabilité et donc qui créons cette fracture et qui font que quand il y aura de la classe sociale, on sera la classe oui, sociale, on sera tous la casse pardon sociale, on sera tous, co-responsables. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus, mais nous voilà, on est plutôt, préservés avec enthousiasme, et peut-être finir là-dessus, je pense que l'enjeu, c'est plus, l'éthique et l'usage encore une fois. On a l'impression, il a fallu coordonner, je dirais, cette montée en compétences parce que chacun veut l'utiliser dans son coin pour faire ses tâches. On voit bien que c'est quand même un apprentissage collectif. On va apprendre ensemble, en fait, on parle beaucoup d'IA générative, mais moi avec beaucoup de pudeur, on n'est pas si avancé que ça et dans beaucoup d'organisations, on ne sait pas encore ce qu'on va mesurer, ce qu'on va attendre comme gain et quelles tâches vont être réellement, disruptées au sein de chaque, métier. Nous, on a plutôt une approche, grand bac à sable. D'abord, on apprend ensemble, on découvre aussi quels vont être les bienfaits, quelles sont les limites et on partage surtout tous les apprentissages, positifs qui vont servir, à l'organisation. OK. Donc globalement, plutôt de l'enthousiasme parce que chez Forbis Mazars, la population est plutôt assez jeune. Hem, il est naturel toutefois de se demander, si l'utilisation de l'IA entraînera pas des ajustements dans les effectifs. Mathilde, pas de langue de bois chez Parlons RH, c'est pas notre façon de faire, donc je vais y aller franco. Accenture a annoncé la suppression de 11 000 postes dans les 3 prochains mois. Est-ce que des suppressions de postes sont envisagées aussi chez Forbis Mazars à cause de l'IA?
Non, alors pour plusieurs raisons. Bon, déjà, il faut savoir qu'on est une organisation, indépendante, au sens, nos actionnaires sont nos salariés. Et donc, on quelque part, alors on peut être contraint par le marché, le développement du marché, la rapidité d'évolution de nos compétiteurs, mais globalement, on n'a pas d'actionnaires externes qui pourraient nous donc en fait, on a quand même notre avenir entre nos mains et ça, c'est une vraie chance. Deuxièmement, on est en fort développement et on recrute, des milliers de personnes avec un taux de turnover aussi, assez conséquent mais structurel dans notre industrie. Les gens sont souvent, très effrayés, mais pour nous, un bon taux de turnover, c'est 20, entre 22. Ça va de 20 à 24. Ça, c'est une vraie chance parce que je ne dis pas qu'il y aura pas moins de recrutement dans l'avenir, mais c'est pas la même chose de dire: «Je supprime des emplois» ou «Je veux recruter moins dans l'avenir». Oui, on recrutera certainement moins parce qu'un certain nombre de choses sera faites davantage par la technologie. Encore une fois, transformation qu'on a initiée déjà il y a plus de 10 ans et on sait qu'on n'est pas du tout arrivé à maturité là-dessus. Mais aussi, on sait que des nouveaux métiers, des nouvelles offres de conseils, des nouveaux accompagnements vont arriver pour nos clients. Donc, on recrutera toujours énormément. Moi, j'ai connu l'industrie, ou en tout cas mes aînés, j'ai connu des aînés qui travaillaient tout papier. On n'avait pas d'email, on n'avait pas de fax. Moi, j'ai commencé il y a 22 ans chez Forvis Mazars. On n'avait pas les smartphones avec les emails. On ne se rend pas compte, mais le contenu, la création de valeur n'était pas du tout la même non plus. On en a déjà vécu. Donc, nous, en tous les cas, on est plutôt confiants là-dessus. Par contre, en attente de la productivité, ça, évidemment, en tout cas un ROI. Et nous, notre enjeu aussi, c'est de pouvoir rendre cette productivité à nos salariés. On est dans une profession qui est très exigeante en termes d'engagement aussi. Et ça fait déjà de nombreuses années qu'on travaille sur l'équilibre de vie de nos collaborateurs. Bah, si nos collaborateurs, grâce à ces outils, peuvent aussi, voilà, et si on peut rendre un bout de cette productivité à nos équipes, bah, en termes d'attractivité, de rétention, d'engagement, on y sera gagnant. C'est pour ça que voilà, il y a une approche beaucoup plus globale à avoir par rapport à l'IA. Et nous, on a décidé effectivement cette productivité de la réinjecter dans le temps aux salariés et dans la création de valeurs complémentaires par le développement de nouvelles compétences et de nouvelles missions. Parfait. Merci Mathilde. Merci June pour vos réponses à cette deuxième partie de l'interview. Donc chez Forvis Mazars et dans les entreprises que vous accompagnez chez Workday June, l'IA n'est jamais un réflexe purement technologique, mais c'est un levier qui est réfléchi. On automatise quand ça crée de la valeur, on augmente l'humain quand ça garantit plus d'équité, on refuse l'automatisation quand elle pourrait détruire le lien social. Alors, si l'inquiétude existe, les collaborateurs accueillent majoritairement cette transformation de manière positive, surtout les plus jeunes. Alors, jusqu'où ira la transformation? Bien malin celui qui saura y répondre. Probablement peut-être aussi loin que l'on saura rester exigeant sur l'humain tout en étant curieux du progrès. Et justement, pour que ce progrès soit durable, il faut l'accompagner. C'est précisément le rôle des RH et c'est également l'objet de cette troisième partie, former, accompagner, anticiper les chantiers RH à mener. Avant d'aborder cette troisième partie, ultime rappel, vous qui nous regardez sur LinkedIn, n'hésitez pas encore et toujours à poser vos questions à June et à Mathilde. Elles y répondront à la fin de cette troisième partie de notre interview. Alors, attardons-nous maintenant, je viens de le dire, sur les chantiers RH à mener pour accompagner cette transformation des métiers. On vient de le voir, hein, les réactions chez les plus jeunes collaborateurs sont plutôt enthousiastes, pardon. Chez leurs homologues plus âgés, on est plutôt dans la prudence et dans l'inquiétude. C'est ici que les RH doivent jouer un rôle déterminant. Alors, comment les professionnels de la fonction RH peuvent anticiper ces changements, peuvent préparer les équipes à l'acquisition de nouvelles compétences, peuvent mettre en place une politique de formation? Ma première question s'adresse à vous, June. Quels leviers RH concrets les professionnels de la fonction RH doivent-ils activer en priorité pour anticiper et pour accompagner la transformation des compétences? Alors encore une fois, bonne question. Je pense que ce qu'on constate, c'est que pratiquement toutes les entreprises sont conscientes de ce changement. En tout cas, celles avec lesquelles on parle. Nous, on est un outil de SI une solution de SIRH. Si les gens viennent nous parler, c'est qu'ils sont déjà dans la digitalisation de leur RH et d'un corps RH, puisqu'on est quand même, le leader sur la partie corps RH pur. Donc très clairement, on a déjà, une maturité sur le sujet et donc on voit pratiquement tous nos prospects, sont déjà conscients que c'est un challenge que d'aller faire ce qu'on appelle l'upskilling, reskilling. Donc je viens,
améliorer mes compétences, faire monter en compétences, changer les compétences, quel que soit ce qu'on fait avec la compétence, il va falloir les bouger dans tous les sens. Très, très souvent, on est dans un plan qui est très du haut vers le bas. Moi, entreprise, j'ai besoin de tels résultats, donc voilà les compétences dont j'ai besoin, donc voilà ce qu'il faut que tu changes. Ça, c'est une approche qu'on constate déjà assez comprise, mais dure à appliquer. Parce qu'il faut déjà savoir. La première chose, c'est quel est mon état des lieux de départ. Donc déjà, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, nous, on est assez convaincus que ça doit être une co-construction. C'est-à-dire que si on n'est que dans ce sens-là, vous allez perdre les gens. Vous n'allez pas les motiver, ils ne vont pas adopter, et ils auraient bien raison. Parce que c'est pas le but pour moi, c'est pas le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, il est bien avec l'IA et la technologie s'il est au service de l'humain. Sinon, ça perd un peu de son sens. Et donc, l'autre angle de vue, c'est la partie du bas vers le haut. Alors, j'aime pas ce côté sans péjoratif. Quand je dis bas vers le haut, c'est la masse de gens, donc chaque individu, qui remonterait vers les exécutives. L'idée, c'est, typiquement dans Workday, par exemple, on permet à chaque collaborateur de déclarer les compétences qu'il a, donc en général celles qu'il utilise sur son poste ou qu'il aimerait bien utiliser, et puis les souhaits de développement de compétences. Et ça doit servir à co-construire avec les collaborateurs leur rôle de demain. C'est pour tous ceux qui vont évoluer. Alors, comme Mathilde le disait tout à l'heure, c'est intéressant de dissocier quand même ceux qui sont en poste, qui sont là et qui vivent le changement, de ceux qui viendront après le changement, quand on sera déjà dedans. Parce que là, les discussions seront plus les mêmes, ce sera le point de départ. Mais pour tous ceux à qui on vient dire « je bouscule les règles de départ », c'est plus compliqué. Parce que c'est là où on vient, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Bonne question. L'idée, c'est que si vous le faites avec eux et que vous construisez avec eux, vous allez les embarquer. Et vous remettez le dialogue humain au centre de l'histoire. Vous en faites un outil pour l'humain, ce qui est l'objectif. Donc, je pense qu'il est vraiment essentiel de ne pas se cantonner à moi, entreprise, de quoi j'ai besoin, mais pour les RH, de bien être, ou les managers, ou toutes les personnes qui vont être amenées à, parce que même chose, dans chaque entreprise, ce sera des rôles différents qu'ils feront, mais de bien co-construire avec les gens qui font votre culture. C'est un grand débat, la culture. Est-ce que c'est l'entreprise qui l'infuse? Est-ce que c'est les gens qui la remontent? On n'a jamais eu c'est l'œuf et la poule, on ne sait pas. Les deux. Je pense que ça va pareil sur la partie compétences. OK. Mathilde, de votre côté, chez Forvis Mazars, comment, avez-vous adapté votre politique de formation avec, l'arrivée de l'IA? Alors il y a des choses, on formait déjà beaucoup, c'est vrai qu'on fait des métiers d'utilité publique, donc la notion de déontologie et d'éthique dans les métiers de commissariat aux comptes et d'expertise comptable, c'est des choses extrêmement fortes. Donc en fait, tous nos collaborateurs sont par essence déjà formés à ça, de même qu'à la cybersécurité, à la RGPD, puisqu'on manipule que les données. C'est un socle déjà important. Quand l'IA générative est arrivée, donc il y avait déjà un socle de formation dite obligatoire en fait, qui leur a permis d'être, peut-être plus responsables aussi dans l'utilisation. Comme je disais, on a mis à disposition certains outils et pas d'autres, et on a eu d'abord une démarche sur la base du volontariat, conduite du changement. On s'appuie d'abord sur des gens qui sont plutôt, enthousiastes par rapport au changement, qui vont être nos ambassadeurs par la suite, qu'on a équipés. On a équipé plus de 30% de nos effectifs, en France de licences copilotes avec des hackathons, des workshops, puisque l'enjeu, c'est je disais, le bac à sable, c'est-à-dire expérimenter, tester, définissez des cas d'usage et on va les partager. Parce que ce dont on se rend compte, c'est pas tant l'utilisation de copilotes, même si apprendre à écrire un prompt, il y a une technique, etc. C'est plus identifier par soi-même les cas d'usage dans lesquels je pourrais utiliser, qui a été peut-être la chose la plus complexe. Et en fait, faut apprendre aux gens à penser un peu out of the box, en fait. Tu as toujours fait comme ça, mais bonne nouvelle, en fait, tu vas pouvoir faire différemment. En fait, c'est pas naturel. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi fait des ateliers sur comment identifier des cas d'usage, métier par métier, parce que c'est pas les mêmes. Et puis surtout, une sorte de grande librairie. On va partager tous les cas d'usage, tous les meilleurs prompts pour faire aussi gagner du temps à ceux qui arrivent peut-être dans la deuxième vague d'expérimentation. OK. June, quelles sont les conditions de réussite pour un plan de requalification à grande échelle? Je pense que, pour le coup, c'est la réunion de ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, c'est de ne pas opposer l'homme et la machine. OK. Donc c'est vraiment le point de convergence. Quels sont mes objectifs de performance en tant qu'entreprise? Le et puis l'impact sociétal, bien entendu.
n'oublions pas. Et puis de l'autre côté, le collaborateur, comment est-ce que je l'engage et comment est-ce que je le développe. Et à partir du moment où on va trouver cet accompagnement avec les fameux parcours adaptés, et donc pas, selon moi en tout cas, des usines trop généralistes où on mettrait un peu tout le monde à la même enseigne alors qu'on ne part pas tous des mêmes bases et qu'on n'est pas au même niveau. Il faut qu'il y ait un catalogue de montée en compétences, voire de requalification, qui soit ajusté et adapté en fonction de l'entreprise, en fonction de la maturité, en fonction de qui on en est, pour donner des vrais outils et qu'à la fin on nivelle. Parce qu'on part pas tous, les entreprises, du même niveau. Donc je pense que c'est de comprendre quel est le niveau de départ, quel est le niveau souhaité, et ensuite de faire un plan adapté pour pouvoir y arriver. OK. Mathilde, en 2 mots, vraiment 2 mots, parce qu'on avait un petit peu de retard, qu'est-ce qui vous semble indispensable pour que cette transition technologique devienne, une opportunité de valorisation pour, les salariés? Là, en fait, c'est repenser le contrat social et mettre en place un contrat gagnant-gagnant. Si les salariés peuvent gagner en productivité ou en estime de soi parce qu'ils font des choses plus intéressantes ou acquièrent des nouvelles compétences, je pense que du coup, le pari sera gagné. Voilà. Parfait. June, une dernière question, avant de prendre les questions de l'audience. En 2 mots, si vous deviez prodiguer un conseil stratégique à un DRH pour accompagner la transformation, des métiers par l'IA, ce serait quel? Ce serait une conclusion, je pense, de tout ce qu'on s'est dit. Faut pas avoir peur de l'IA. C'est, une opportunité, effectivement, de valorisation. Mais 3 grandes règles, 3 garde-fous, comme Mathilde le disait. 1, que ça reste au service de l'humain et du business. C'est pas que de la technologie. Il y a une intention, il y a des cas d'usage, il y a des bénéfices, il y a une mesure de ces bénéfices. Être capable de s'assurer que ça, on le contrôle bien. 2, mettre des limites. Il y a des choses qui sont 100 automatisables, d'autres non. Donc ça aussi, bien le déterminer. Et puis écouter. Écouter les collaborateurs, écouter le marché, écouter ce qui se passe. L'IA va libérer du temps. Ça veut dire que les collaborateurs vont pouvoir se recentrer sur leurs intérêts, sur leurs motivations. Donc leur donner la parole, les écouter et construire des plans adaptés en fonction de ça. Globalement, pour moi, l'IA, c'est une alliée hyper puissante si elle est utilisée avec intention et éthique, et charge au RH d'en faire un levier de performance et d'épanouissement. Très bien. June, Mathilde, merci d'avoir répondu à mes questions. Vous qui nous regardez, vous avez été nombreux à poser vos questions en direct tout au long de ce live à June et à Mathilde. Alors, c'est difficile de les sélectionner. Je vais vous en donner une première. Peut-on mesurer les gains de productivité engendrés par l'IA? Et si oui, quels sont les KPI qu'il faut suivre? Alors, je propose, June, de répondre d'abord et puis ensuite, je reviens la parole. Ouais, surtout que nous, on a carrément une fonction dédiée en interne chez Workday, ce qu'on appelle les value managers, c'est-à-dire qu'ils évaluent la valeur, donc le ROI, aussi bien quantifié enfin, en termes de chiffres et en termes de qualité, donc qualitatif, quantitatif, et dont ils ont toute une batterie, donc un petit peu comme Mazar peut le faire sur du conseil. On le fait, alors nous, on le prodigue à titre gratuit en plus, pour justement mesurer et donner les indicateurs sur lesquels on va travailler. Il y en a pas mal, mais globalement, vous allez pouvoir, bien entendu, encore une fois, regarder par rapport à votre activité. Donc, le temps pour recruter, le temps pour être efficace, le nombre de productions suivant ce que vous produisez et ce qu'on attend des gens. À chaque fois, ça va être lié à l'activité, bien entendu. Mais on a carrément, nous, une fonction dédiée et des gens dont c'est le travail de faire ça avant le projet et après le projet. Donc, ce qu'on appelle du value management avant. J'évalue quel serait le ROI selon nous. Et on vient l'évaluer après 2 ans avec les outils, pour savoir ce qu'on appelle la value realization, donc en vrai, quand on constate c'est quoi, ce qui nous permet d'affiner nos calculs. OK. Mathilde, vous voulez rajouter un mot? Ouais, c'est pas si facile parce que pour pouvoir mesurer, il faut d'avoir aussi quantifié des process de production, qu'ils soient même intellectuels. Donc, dans un process de recrutement, on sait qu'il y a une phase identification, tri de CV, recrutement, négociation salariale, etc. Dans des métiers de prestation intellectuelle, tout n'est pas quantifiable. Donc, en fait, c'est de façon assez macro, dans un premier temps, qu'on va pouvoir mesurer le ROI, la satisfaction client et la productivité, c'est-à-dire la capacité à produire rapidement les choses de qualité. Mais en fait, comme tout n'est pas dissocié et mesuré dans une journée de travail, c'est pas toujours évident d'aller tâche par tâche, en fait, parce que toutes ces tâches ne sont pas mesurables déjà avant l'IA. Voilà. Mais globalement, on revient sur la satisfaction, l'efficience. Sinon, là, on suit les taux de productivité, les taux de réponse à clients, les taux de satisfaction des clients. Après, si je dois donner juste 2 chiffres qui peuvent être clés, je dirais que c'est 1, votre profitabilité. Quelle que soit votre activité, la profitabilité mesurera l'un fait effet. Et 2, c'est le score d'engagement, tout ce qui est enquête collaborateur. Avec ces 2-là, vous avez quand même déjà une première idée je trouve, de la mesure de l'impact. OK.
Une deuxième question qui nous vient de Laurent Eskenazi, très bonne question je trouve. Laurent nous dit il me semble que le plus complexe n'est pas tant de former à l'IA que d'aider les équipes à désapprendre leurs anciennes méthodes de travail. Donc comment on fait? Quelle est votre vision sur ce point et comment on fait pour aider les collaborateurs à oublier leur façon de faire d'avant pour en confier certaines à l'IA et puis travailler d'une manière différente? Mathilde, on commence par vous. Alors, nous, on avait déjà, par exemple, formé l'équipe beaucoup au design thinking et à des méthodes d'idéation out of the box, donc qui permettent justement de challenger et de disrupter des process existants, parce qu'en fait, l'innovation, c'est d'abord un mindset. Donc, il y a des formations qui permettent de déconstruire des schémas de pensée. Et puis, je voudrais citer une solution quand même qu'on a testée qui s'appelle Mendo, puisque c'est en fait, c'est une sorte d'assistant virtuel à la prise en main d'une IA générative qui permet, en fonction du métier, va questionner la personne sur ce qu'il veut faire en termes de cas d'usage et va lui faire des propositions de disruption. Tout simplement parce qu'il y a un peu un modèle, en fait. C'est revenir dans un schéma de je faisais comme ça, ah là, je pense différemment. C'est très difficile d'apprendre à désapprendre. Et je pense qu'effectivement, c'est l'enjeu. Et donc, il y a des outils qui permettent de questionner la posture coach, en fait, mais des techniques qu'on utilisait déjà avant sur tout projet de transformation. June, vous voulez rajouter quelque chose? Je dirais simplement, c'est pas une technique, mais je pense qu'en fait, il faut arriver à trouver un moyen de redonner de la candeur au regard humain. On a perdu ce regard d'enfant et parce que la société nous y contraint. Et l'IA nous oblige à le retrouver, parce qu'il faut retrouver ce qui fait de nous un humain. Et donc, c'est d'arriver un peu à la Peter Pan, là, à repasser en mode comment est-ce qu'on fait pour ouvrir les yeux des collaborateurs qu'on a mis dans des matrices. Il faut rentrer comme ça, il faut avoir tel diplôme, il faut toutes ces règles qui permettaient d'avoir une situation professionnelle qui deviennent un peu caduques. Et donc, montrer par l'exemple. Et ça va jouer aussi, parce que c'est toujours le cas. C'est le même débat sur comment faire grimper les femmes dans les entreprises, etc. Je pense que l'exemple sera hyper important. Montrer des gens qui sortent des cases, qui sortent des habitudes et que ça marche. Ok. Une question importante. L'IA génère beaucoup d'erreurs, on le sait, on a pu le tester professionnellement et personnellement. Comment on peut sécuriser le risque d'hallucination, comme ça que ça s'appelle, ou de contenu erroné? June? Alors déjà, pour moi, il y a un point essentiel, on en revient à c'est un outil. C'est comme si on se disait, c'est comme Wikipédia avant. C'est pas plus que ça. C'est-à-dire que vous alliez sur Wikipédia, vous aviez des infos et puis vous aviez toujours la discussion de c'est vrai ou c'est pas vrai, on sait pas parce que c'est alimenté par des gens. Pourtant, on allait tous sur Wikipédia pour aller regarder des infos, puis après on avait un regard critique. Pour moi, c'est la même chose. L'IA va vous donner, c'est un outil, va vous donner une information. Mais vous décidez derrière. Si vous faites aveuglément confiance à l'IA, je pense qu'il y a un danger. En revanche, si vous challengez et vous faites votre propre idée en vous basant là-dessus, vous gagnez un temps de dingue. Ok. Merci June. Mathilde? Apprendre à avoir l'esprit critique, c'est ça? Oui, ça, déjà, mine de rien, apprendre les sources, enfin, de demander systématiquement les sources qui sont utilisées, voilà. Et puis, se faire relire par d'autres aussi. C'est-à-dire que là, l'intelligence collective humaine, je pense qu'est la mieux placée pour challenger la production. Donc pas prendre quelque chose pour argent comptant, déjà soi-même, développer son esprit critique, mais pourquoi pas aussi le partager avec ses collègues pour avoir d'autres regards, d'autres sensibilités. Ok. Une question pour le moins prospective. Selon vous, à quoi ressemblera un collaborateur augmenté dans 3 ans? Waouh. Ah, vaste sujet. Honnêtement, je sais pas. Vraiment, je pense qu'on peut faire plein de théories. Je pourrais vous dire plein de choses différentes, mais en fait, j'ai même aucune idée dans 6 mois. 3 ans, c'est carrément un monde. Très honnêtement, dans l'allure à laquelle on va, moi, ça fait quand même 25 ans que je suis dans les RH, on n'a jamais vu un monde dans lequel on est aujourd'hui. Alors à 3 ans, j'en ai je sais pas si toi, Mathilde, Alors ouais, c'est peut-être futuriste, mais je me dis, chaque collaborateur, saura développer son agent et moi, je crois aussi beaucoup à l'IA agentique, qui est en train d'arriver, qui va vraiment révolutionner. Pour moi, le collaborateur augmenté, c'est celui qui sera capable de se créer son agent, son propre assistant personnel à qui il fera faire, les choses qui l'intéressent le moins pour gagner de temps. Je me dis: «Ce serait génial si tout on avait un assistant ou une assistante personnelle virtuelle». Alors, dernière question qui va faire la transition avec ce que vous venez de dire, Mathilde. Selon vous, l'IA va créer plus de métiers qu'elle n'en transforme ou l'inverse? C'est quoi un métier créé? C'est quoi un Ouais, moi, je Hein? dirais plus transformé il y a
Vraiment les métiers créés en mode innovation D'accord. disruptive, bon, il y en a, mais pour moi, c'est beaucoup d'évolution C'est de métiers existants, en fait. On va les redessiner. Ouais. Pour moi, on va vraiment redessiner une cartographie des emplois et des compétences avec des personnes dédiées. C'est-à-dire, est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est une machine? On va même avoir des consoles, hein, de gestion. Dans Workday, on a une console de gestion des compétences dans laquelle vous avez, tous les types de collaborateurs, incluant les agents. Et les agents ont des compétences. Donc je pense que c'est difficile de dire ce qui va vraiment être créé qu'on n'aurait jamais imaginé avant. En revanche, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui vont pas bouger. Mmh. OK. Mathilde, vous voulez rajouter quelque chose? Non? Non, non, moi, je suis totalement en ligne et moi, je vois beaucoup il y a déjà eu plein d'évolutions. Est-ce que c'était des nouveaux métiers? D'ailleurs, quand 80 des 70 ou 75 des compétences sont communes, on peut pas vraiment parler de nouveaux métiers. Moi, j'ai fait le passage à la maîtrise de compétences, rendu compte qu'en fait, beaucoup de métiers je pense qu'on va toujours trouver une spécificité dans son métier, mais donc moi, je pense que c'est plutôt des évolutions, majoritairement. OK, très bien, c'est très clair. Merci June, merci Mathilde pour l'ensemble de vos éclairages. C'était passionnant, c'était intéressant, c'était pertinent et c'était agréable, ce qui ne gâche rien. Mathilde, je sais que vous avez un impératif, donc je vous libère tout de suite. Merci beaucoup. Merci pour cette belle invitation et ces échanges. Eh ben, merci à vous, merci Définition. merci beaucoup. Merci. Je vous laisse, quitter le plateau de Parlons RH. Place maintenant à la dernière séquence de l'émission, notre chronique culture avec notre dénicheur de contenu qui s'appelle Thomas Lared. Thomas a écumé le web, mais pas seulement, pour dénicher tout ce qui peut vous inspirer sur l'IA et la transformation des métiers. Résultat, une dizaine de ressources et d'événements incontournables à consommer sans aucune modération. Thomas, nous t'attendons dans le studio pour que tu puisses animer ta chronique. Thomas, à toi de jouer. Bonjour tout le monde et bonjour June. Déjà dernière la fin. Alors, sur l'IA, on entend absolument tout, que ça va remplacer les RH, que ça va les sauver. Donc, c'est pas toujours très facile de s'y retrouver. Et pendant ce temps-là, l'IA fait son petit bonhomme de chemin, il avance très rapidement et vous modifie déjà en fait notre façon de travailler. Et donc, moi, je vous identifie 10 ressources très accessibles qui vont vous permettre en fait d'appréhender le sujet assez rapidement. Et je commence avec Agent IA présent mais pas aux commandes. C'est le titre du rapport de Workday et il révèle un paradoxe qui est assez frappant. 75% des collaborateurs sont à l'aise, vous travaillez avec des agents IA, mais seulement 30% accepteraient d'être dirigés par eux. Le rapport, en fait, nous montre concrètement comment ces agents peuvent redéfinir la collaboration, la performance et même l'organisation du travail. On comprend assez vite qu'en fait, que la vraie question, c'est pas vraiment est-ce qu'on y va ou on n'y va pas, mais plutôt comment on s'y prend pour que ça reste profondément humain. Autre ressource, le livre RH et IA, Comprendre, anticiper et agir face à l'IA de Jean-Noël Chintreuil. Alors j'ai choisi parce qu'il entre dans le concret, on y voit comment l'IA transforme le recrutement, la mobilité interne, la gestion des talents, l'expérience collaborateur et même la détection des risques psychosociaux. Jean-Noël s'appuie sur plus de 50 témoignages de DRH qui proviennent de grands groupes. Alors pour citer quelques-uns, il y a LVMH, Veolia, L'Oréal, Accor, SNCF ou encore Orange. Et ce qu'il faut retenir en fait de ce livre, c'est que l'IA ne doit pas décider à notre place, elle doit nourrir nos décisions. J'enchaîne avec la deuxième édition de Travailler à l'ère des IA génératives de Jérémy Lamry, Rebecca Stéphanie Renverso, Gaspard Tartret et Aurora Silver. Je vous laisse checker sur Internet pour ce dernier auteur, vous comprendrez pourquoi. Ici, les auteurs vous proposent en fait de prendre de la hauteur avec une question qui est très simple. Qu'est-ce qui reste vraiment humain quand une IA peut produire, corriger, analyser et créer? On y comprend assez vite que tout ce qui est compétences, valeurs, évolution, organisation, ça, c'est du ressort des professeurs des ressources humaines. Mais surtout, vous êtes les garants et les gardiens du sens au travail. Autre livre, on passe à l'intelligence artificielle au service des RH de Boussad Haddad et de Marie-Sophie Zambeau. Ici, on est vraiment dans du très concret. Qui sont les principaux acteurs de l'IA générative? Comment on rédige des prompts? Comment on réduit les biais cognitifs? Quelles sont les questions à poser à son prestataire IA avant de signer un contrat? Très important quand même. Et donc ce livre vous prend par la main parce que le danger, c'est pas l'IA, c'est de laisser l'IA en fait sans pilote. On change de registre, on bascule avec un baromètre. Le baromètre l'IA, le début d'une grande aventure humaine de Parlons RH.
On y apprend que plus de 8 professionnels RH sur 10 l'ont déjà utilisé au travail et que le recrutement est le domaine où l'adoption progresse le plus vite, loin devant les usages RH qui existent. Ce baromètre est assez riche puisqu'il propose en fait une cartographie réelle des usages de l'IA dans la fonction RH en 2025 et c'est complété avec pas mal de regards d'experts et de DRH. Petit spoiler, la deuxième édition arrive assez vite. Côté podcast, je vous propose en fait Nouveau départ de Laetitia Vito et de Nicolas Collin. Dans leur épisode dédié à l'IA, ils reçoivent Pierre Monclos, ancien DRH devenu entrepreneur. Il explique très concrètement que l'IA libère les RH de la micro-administration pour pouvoir se concentrer en fait, sur des situations humaines très complexes. Et toutefois, il rappelle quand même quelques points clés, c'est que si vos process sont déjà fragiles ou biaisés, en fait, l'IA va juste les accentuer et pas les corriger. Donc c'est un podcast qui est assez utile pour vous montrer à quel point l'IA peut vous apporter de la valeur et là où il faut être vigilant. Autre registre, on va passer avec la série documentaire de Samuel Durand, qui est parti à la rencontre de plusieurs entreprises dans le monde pour comprendre en fait comment l'IA transforme les métiers, la collaboration et le management. On voit des réalités très différentes, des équipes qui s'appuient sur l'IA par exemple pour automatiser des tâches, d'autres qui vont plutôt ouvrir la mobilité interne ou élargir l'accès à certaines compétences. Et ce que le film met en évidence, en fait, c'est que la question n'est pas est-ce que l'IA va remplacer les humains, mais plutôt qui garde la responsabilité des décisions lorsque les algorithmes en fait, entrent dans le quotidien des équipes. On bascule du côté des événements, et là je vous propose HR Technologies France. Ça se passe le 28 et 29 janvier 2026 à Porte de Versailles à Paris. Les inscriptions sont déjà ouvertes, donc vous pouvez vous inscrire. Le thème de cette année, c'est DRH, rallumons le feu. Et dans le programme, il y a 2 conférences avec des tables rondes qui sont prévues sur le sujet, avec notamment l'IA, comment innover en RH sans franchir les lignes rouges réglementaires et éthiques. Et là, vous allez voir, il y a quelques noms qui vont vous parler. Il y a Pierre Monclos, Éric Delille, Luc Julia et Mathilde Lecause. Deuxième table ronde, c'est RH augmenté ou RH assisté, ce que l'IA change à la posture de la fonction RH. Et on va retrouver Romain Zarbib, Michel Barabel, Marie-Claude Chazot et Aurélien Fénard. Donc inscrivez-vous, on vous attend. Autre événement, c'est le trophée IA et RA qui est organisé par le Hub France IA et NC2I. L'objectif de ces trophées, c'est que chaque année, les initiatives les plus innovantes d'intelligence artificielle appliquées au RH sont récompensées. Et l'édition précédente a distingué le projet de Keolis et Eurodécision. Ils ont utilisé l'IA pour optimiser le planning des conducteurs tout en réduisant leurs contraintes. Pour cette édition, malheureusement, les candidatures sont littéralement fermées depuis quelques jours. Mais la remise du trophée aura lieu le 17 mars 2026, donc restez en ligne pour savoir qui va remporter ce trophée. Et dernier élément, je ne pouvais pas ne pas citer la série Black Mirror, donc vous pouvez retrouver sur Netflix. Et donc là, plusieurs épisodes en fait, nous montrent qu'une technologie telle que l'IA n'est jamais neutre. Elle note, elle catégorise, remplace et contraint les humains. Et on comprend assez vite que les nouvelles technologies, dont l'IA, ne sont pas dangereuses en soi. Ce qui est vraiment dangereux, c'est en fait c'est une IA qui est décidée sans cadre ou une IA qui remplace en fait le jugement humain. Au final, en fait, toutes ces ressources, elles ont le même propos, c'est que l'IA est un outil qui est puissant, qui éclaire des forces, qui amplifie les failles, mais que la nuance, le tact, le discernement, le relationnel, c'est toujours dans vos compétences. Et qu'on va rester très honnête entre nous, c'est que l'IA ne saura pas gérer un retour de congé maternité, un conflit d'ego ou un recrutement urgent dans la même journée. Donc, vous pouvez dormir tranquille. Merci Thomas pour ces ressources aussi riches qu'éclectiques. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et de nous avoir posé autant de questions. Merci à toute l'équipe Workday avec qui ce fut un réel plaisir d'échanger pour préparer cette émission. Vraiment, ce ne sont pas des mots en l'air, c'était un vrai plaisir de pouvoir travailler ensemble sur ce format. Merci aux équipes Parlons RH qui ont préparé et qui ont promu cette émission. Merci Thomas pour la préparation du micro-trottoir et pour la chronique culture. Vous qui êtes devant votre écran, je vous donne rendez-vous en 2026 pour de nouveaux numéros inédits de Parlons RH, l'émission. En attendant, passez de belles fêtes évidemment, prenez soin de vous et on vous dit à bientôt.